Soyez les bienvenus à tous sur Médian TV Afrique. La société civile a longtemps joué un rôle important dans la stabilité de l'espace politique et l'évolution de la démocratie en Afrique. Que ce soit au Sénégal, au Soudan, au Bénin ou encore au Kenya, avec son pouvoir de conviction, elle a toujours joué le rôle d'arbitre ou de pacificateur en ayant généralement le souci de garder une neutralité par rapport aux divers partis au pouvoir ou d'opposition. Mais elle est aussi parfois soupçonnée a priori. L'occasion pour nous d'en parler aujourd'hui, de mieux la connaître, de mieux la comprendre aussi bien dans sa composition que ses objectifs. Et pour cela, nous sommes avec Valdiodio Ndiaye, expert électoral et membre de la société civile sénégalaise. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour sur Médian TV Afrique. Et vraiment c'est un plaisir de retrouver ce plateau, d'échanger, surtout en cette presque fin d'année. Et également, c'est un plaisir pour moi de retrouver le doyen Pafal, qui toujours nous irrigue par ses réflexions. Et je pense que les échanges pourront peut-être éclaircir davantage vos téléspectateurs. Voilà, disons que nous sommes déjà en 2020. Et avec lui, nous sommes avec Papa Amadou Fall, journaliste et analyste politique. C'est également un plaisir de vous recevoir. Mais le plaisir, il est bien partagé. Je voudrais en profiter pour dire encore joyeux Noël à toute la communauté chrétienne. Nous partageons cette fête, particulièrement au Sénégal, et souhaiter à tout un chacun également que l'année qui va arriver soit porteuse de bonheur, de santé, de paix, de prospérité, et qu'elle s'achève également dans la joie et dans l'allégresse. Toujours le plaisir de retrouver Valdiodio, mais également, je dirais, toute la communauté de Médéan et particulièrement vous. Merci en tout cas, c'est un plaisir partagé. Alors, Valdiodio Ndiaye, qu'est-ce que c'est que la société civile? Parlez-nous un peu de ses composantes. Merci beaucoup. Vous savez, en fait, c'est une notion un peu qui a commencé à émerger dans les années quasiment 70. 70 parce qu'il y a eu un changement de paradigme à l'époque, dans les années 70, parce qu'il s'est trouvé que dans le cadre des coopérations qui étaient développées au niveau international entre les États généralement et également les partenaires au développement, il s'est trouvé que la coopération elle était directe. Donc sans implication directe. Et à un moment donné, en fait, ici, il y a eu ce ressenti, cette nécessité d'impliquer davantage les citoyens. Et par rapport à cette approche-là, je pense qu'il y a eu cette émergence de forces de la société civile. Et souvent, qui sont généralement, à l'époque, c'est quasiment des émanations des forces de gauche. Parce qu'à l'époque, pratiquement tous les membres de la société civile provenaient en fait des partis de gauche, etc., avec cet désir de servir les populations à la base, d'accompagner le développement. Et par exemple, pour être plus spécifique au niveau du Sénégal, je pense que c'est dans les années 76 qu'on a vu cette émergence-là, cette apparition de groupes organisés, de citoyens, sans affiliation politique, ni orientation, ni idéologie fixe par rapport à des questions politiques qui se sont organisées pour prendre en charge des questions. Et je pense que ce n'était pas du tout organisé au départ. Par la suite, il y a eu cette évolution, des discussions qui se sont tenues avec le gouvernement de l'époque, c'est-à-dire le gouvernement de Abdou Diouf, où avant, il y avait Senghor, mais c'est à partir de Abdou Diouf que ça a commencé à être légiféré. Avec Feu Mantoulaye Guène, qui était à l'époque le ministre en charge des questions de la famille, de développement, etc. C'est la raison pour laquelle les organisations de la société civile étaient arrimées au ministère de la famille et du développement social. Parce qu'elle s'occupait des questions sociales. Des questions sociales. Et si vous voyez bien, pour l'essentiel à l'époque, les organisations de la société civile, c'était des organisations qui travaillaient dans des secteurs de développement, dans le secteur du développement, c'est-à-dire sur les questions agricoles, sur les questions de l'assainissement, sur les questions d'élevage, etc. C'est à partir maintenant des années 1990, avec ce tournant qu'a connu l'Afrique, qu'on a vu maintenant de groupes organisés de citoyens
qui ont commencé à s'impliquer sur la matière politique, c'est-à-dire une implication sur les questions des droits humains, avec une nette prise en charge de ces questions-là et l'apparition d'organisations organisées. Maintenant, je pense qu'il y a nécessité aussi de faire le distinguo très clair, c'est-à-dire entre un acteur de la société civile, en termes de profil, c'est un citoyen qui n'est pas affilié à aucun parti politique. Mais maintenant, il peut ne pas être dans une organisation. Et là, nous parlons de sa composante. Voilà. Donc, c'est pour cela que tu entends dire une personnalité de la société civile. Par contre, les organisations de la société civile, par contre, il faut la définition aujourd'hui, par exemple, la tentative de définition, évidemment, qu'on a trouvée, c'est des groupes organisés, des associations, c'est-à-dire des Sénégalais ou des Africains ou des citoyens tout court, qui se regroupent autour d'actions précises qui n'entrent pas dans le cadre d'affiliation politique. Et donc, ce sont ces associations-là qui finissent par devenir des ONG. Voilà un peu comment on peut déterminer les organisations de la société civile. Néanmoins, au sein des organisations de la société civile, des fois, il y a aussi ce respect des membres qui sont dans les organisations, de voter, d'avoir leurs opinions politiques, etc. Mais sans pour autant le mettre en avant dans l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des points de vue, etc. Mais ils doivent avoir une posture d'équidistance. Et je ne dirais pas de neutralité, parce que des fois, on nous accuse même de dire que l'excès de neutralité, des fois même, ça peut verser à une sorte de fumisterie. Mais en fait, il faut être équidistant et être objectif. Et s'adosser sur des principes de défendre, par exemple, les institutions, les principes de répartition des richesses, les principes, par exemple, défendre les citoyens dans leurs droits. D'abord, il faut les éveiller, les former, les encadrer et ensuite les défendre en tant que de besoin dans la préservation des acquis démocratiques et également de leurs droits. Déjà, vous avez un peu brossé le cas du Sénégal. On va y revenir, mais j'aimerais bien aller vers Papa Modou Fall pour parler un peu du rôle de la société civile dans la stabilité et l'évolution de la démocratie. Merci. Je vais essayer de rebondir un peu sur ce que disait Waldjojo. Babacar Sine, feu Babacar Sine, un philosophe sénégalais, nous a dit un jour la neutralité, parce qu'il nous avait interpellés et nous avons dit oui, il faut qu'on soit neutre. Journaliste, il faut qu'on soit neutre. Babacar a ri et a dit mais qu'est-ce que c'est la neutralité? Nous avons dit, mais professeur, nous vous renvoyons la question. Il dit, mais non, la neutralité, pour moi, c'est le sexe des anges. Qui peut connaître le sexe des anges? C'est dire que dès que vous vous engagez dans un process, souvent, où vous basculez, ou on vous fait basculer d'un côté ou de l'autre. C'est ça la difficulté, un peu, pour la société civile. Encadrer la démocratie, c'est un exercice extrêmement important, décisif même, pour éviter souvent que l'on vive les graves conflits que nous connaissons ailleurs de manière générale. Et si nous nous appuyons sur le cas du Sénégal, nous dirons que oui, nous avons une société civile très forte, très engagée, très déterminée. Des hommes et des femmes qui sont experts quasiment dans leur art. Mais je prends l'exemple de ce qui s'est passé en novembre 2018 avec l'ONG Leader Afrique. Lead Afrique, que l'on a dit qu'il finançait le groupe Y'en a marre. Et cela a valu à Lead Afrique de voir son agrément retiré par le ministère de l'Intérieur. Ça a été un moment fort dans la vie de ce pays parce que nous étions à 5-6 mois de l'élection présidentielle. Et en ce moment,
l'on disait également, certains grands journaux à travers le monde même disaient que l'État voulait contrôler la société civile d'une certaine manière. Et là, vous confirmez qu'elle peut influer sur les décisions prises par nos dirigeants? Je ne confirme pas parce que je n'ose pas confirmer parce que je n'ai pas les outils nécessaires pour pouvoir aller dans ce sens-là. Mais l'État, et ça c'est à travers l'Afrique qu'on le constate de manière générale, l'État, on l'a toujours accusé d'avoir voulu avoir une certaine mainmise sur la société civile. Pourquoi, selon vous? Mais parce que les enjeux sont tellement importants. Les enjeux sont tellement forts. Parce que vous savez, quand vous neutralisez la société civile, et je pense que le terme est adéquat, quand vous neutralisez la société civile, généralement, vous vous retrouvez face à une opposition que vous pouvez manipuler aisément, que vous pouvez museler également. Et c'est cette approche de manière générale que l'État met en avant parce que le gouvernant, ce qu'il veut, c'est renouveler son mandat. Et pour renouveler son mandat, il lui faut une opposition laxiste. Il lui faut une société civile défaillante. Et ceci ne saurait être accepté. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui lui donne sa légitimité aux yeux du peuple, alors? La société civile. Bon, généralement, la légitimité aux yeux du peuple, c'est d'abord cette capacité à se mobiliser pour des intérêts de la communauté. Ça, c'est un. Et deuxièmement, de s'adosser sur des principes. Je vais peut-être donner un exemple. Par exemple, en 2011, quand à un moment donné, le président Wade a voulu changer la constitution en intégrant le quart bloquant, etc. Donc peut-être là, vous anticipez un peu sur la question à venir, voilà. Mais c'est bon, on peut y aller. Mais je veux dire que, par exemple, c'est à l'initiative de la société civile, au nom des principes, que le combat a été déclenché. Oui. Pour vous dire que, par exemple, on doit s'adosser sur des principes, mais éviter toute forme de manipulation, parce que aussi on est l'objet de tentatives de manipulation, comme l'a dit Doyen tout à l'heure, de toutes les forces politiques. Parce que des fois, l'exercice est assez périlleux, dans la mesure où, par exemple, quand vous dites, à un moment donné, que l'opposition, par exemple, elle est défaillante sur des questions précises, on vous accuse d'être en alliance avec le pouvoir. Et aussi, quand vous critiquez le pouvoir, on vous tire dessus, le pouvoir vous tire dessus en disant que vous êtes en train de comploter avec l'opposition. Oui, c'est vrai, parce que dans certains pays, il suffit qu'elle ne soit pas d'accord avec une décision du pouvoir en place pour qu'elle soit ipso facto accusée de jouer le jeu de l'opposition. Voilà, c'est à ce niveau-là que l'exercice est difficile. Par contre, il faut savoir garder le cap et en amont définir une ligne de conduite très claire. Par exemple, nous, au niveau du Sénégal, aujourd'hui, par exemple, nous n'hésitons pas, par exemple, en tant que de besoin, quand on est interpellé sur des questions précises, de dire qu'à ce niveau-là, c'est l'État qui a failli. À ce niveau-là, certainement, l'opposition du point de vue de sa stratégie a failli. Donc, moi, je pense que ça doit être la démarche de la société civile, parce que aussi, on a vu des cas qui se sont mal tournés. Parce que la société civile doit se préserver de telle sorte qu'en termes d'équidistance, pour être un recours en tant que de besoin, par exemple, pour pouvoir faire une médiation politique quand c'est nécessaire. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par exemple, en 2010. Le fractionnement des organisations de la société civile était tel que quasiment toutes les organisations de part et d'autre s'étaient retrouvées dans un camp ou dans un autre camp. Et finalement, il y avait un désert en termes de médiation politique, etc. Il a fallu faire appel aux organisations internationales qui, a priori, aussi des fois, étaient taxées dès leurs arrivées d'être pour le camp du pouvoir. Par exemple, je me rappelle de l'Union africaine, avec cette crise qui s'est passée quand le chef de mission de l'Union africaine avait dit qu'il reconnaissait la victoire de Gbagbo, le chef de la mission d'observation. Il avait reconnu la victoire de Gbagbo, il avait fait un discours dans ce sens. 10 minutes plus tard, Jean Ping, qui était à l'époque président de la commission, l'a démenti. Donc vous voyez, et la CEDEAO également, du point de vue politique, des fois, toutes les oppositions au niveau de la sous-région ont le sentiment que c'est une organisation, un syndicat de chefs d'État.
par extension également l'Union africaine, à telle enseigne que des fois, même dans leurs interventions, ça crée par exemple des attitudes comment on le dit encore, de suspicion par rapport même à l'opposition. Donc, c'est un exercice, je pense, extrêmement compliqué, mais en fait, il faut savoir garder le cap et essayer d'être non influençable. Parce que des fois, quand même, Doyen l'a dit tout à l'heure, les enjeux sont multiformes et énormes. Parce que justement, c'est des enjeux de pouvoir. Et nous savons aujourd'hui en Afrique et dans le monde entier ce que vaut le pouvoir pour certains qui désirent y aspirer, qui aspirent à ce pouvoir-là et désirent y accéder. Donc, ils sont capables de toutes les formes de manipulation, mais je pense qu'à ce niveau-là, il faut savoir garder une ligne. Alors, doyen, comme le dit Wadjo Ndiaye, les enjeux sont énormes, mais qu'est-ce qui peut paralyser les interventions d'une société civile? N'est-il pas parfois risqué même de s'y associer? Non, jamais. Si vous avez peur d'encadrer, si vous avez peur d'encadrer la démocratie, vous allez vous retrouver sous le joug d'une dictature. C'est aussi simple que cela. Ou vous acceptez de vous associer en disant « je suis un citoyen et j'assume ma citoyenneté et pleinement, donc je vais me battre contre toutes les forces qui peuvent m'entraîner dans un sens extrêmement négatif. » Et le sens négatif, le pire que l'on puisse vivre, je vous l'ai dit, c'est avoir quelqu'un qui est à la tête d'un État et qui se dit « je suis l'homme accompli ». Il n'y a pas d'homme accompli. Il n'y a pas de chef d'État complet. Il n'y a pas de... Non, nous ne sommes pas dans cette dimension-là. Ou en tout cas, la société civile dans son combat. Mais d'abord, en perspective que celui qui est en face de nous, c'est nous qui l'avons mis là où il est. C'est nous qui l'avons élu. Dès lors, il doit nous rendre compte. Et s'il doit nous rendre compte, c'est que nous avons les moyens de pouvoir l'y contraindre. Je dis bien l'y contraindre. Ce n'est pas faire appel à l'émeute, à la... Non. Il a parlé tout à l'heure de la dimension extrêmement importante qu'est la médiation. La médiation signifie que vous êtes vraiment équidistant des différentes forces et que vous pouvez les amener à composer et que vous êtes là autour de la table avec eux pour leur dire, messieurs, d'abord le peuple. Parce que c'est lui d'abord qui compte. C'est la nation d'abord, c'est l'État d'abord. Parce que le politique mettra toujours en avant, comment dire encore, son nombrilisme. Ce qu'il veut, c'est être toujours celui qui compte, celui qui dirige tout, celui qui fait tout. Et si la société civile amène ce dirigeant à comprendre qu'il faut y aller quand même en respectant la Constitution. Parce que moi, je pense que dès lors que la règle a été édictée et que nous avons un adossoir, personne ne doit se détacher de cela. Le dirigeant, comme l'opposant, mettre en avant ce qui compte d'abord pour le pays et essentiellement pour le pays. Et c'est là où l'on dit il faut non pas du courage, mais une prise de responsabilité par chacun de nous pour aller dans ce combat-là. Parce que ça ressemble à un combat. Même s'il ne s'agit pas de sortir les escarmouches ou de se boxer. Mais je pense que trouver la cohésion nécessaire au plan psychologique, au plan mental, pour pouvoir bien se parler, se regarder les yeux dans les yeux et que chacun dise « je compte ». C'est là où je rebondis également sur votre question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à s'engager, à dire que je suis la société civile? Justement. Nous ne devons pas être défaillants à ce niveau-là. Parce que quand je vois la saleté qui est devant la porte de ma maison, mais je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre vienne le ramasser. C'est ma responsabilité. Devant, chez le voisin également, s'il défaillit, de mêler les détritus qui vont se détériorer pour devenir source de nuisance de santé. Je ne vais pas attendre qu'il le fasse si je l'avertis et qu'il ne le fait pas, mais je viens le prendre. C'est ça la société civile. C'est des dimensions tellement importantes que le citoyen, quand il s'engage, je ne pense pas qu'il puisse réfléchir en termes de « j'ai un monstre devant moi ».
Ça, c'est clair. Et Waljo Diondia, tout à l'heure, vous l'avez signalé, vous avez donné en exemple le Sénégal, le pays par lequel nous allons commencer par ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont cités en Afrique par rapport au succès populaire des sociétés civiles. Si on prend le cas du Sénégal, elle a joué un rôle très important dans la première et la deuxième alternance avec le départ de Maître Abdoulaye Wade. Si on le veut bien, on peut même citer en exemple le M23. M23. Bon, effectivement, je pense qu'à l'époque, par exemple, même en 2000, parce qu'en fait, le débat qui s'était posé, c'est extrêmement important et souvent même l'opposition, excusez-moi, le parti au pouvoir, il nous est arrivé qu'on nous interpelle assez vigoureusement en nous disant au nom de qui vous parlez, qui vous a investi. Vous n'êtes pas mandaté par le peuple, vous n'avez pas eu le suffrage du peuple, vous n'avez pas concouru à l'expression du suffrage du peuple, au nom de qui vous parlez. Et généralement, la réponse elle est toute simple, c'est-à-dire moi, je suis un citoyen conscient de ce qui se fait dans mon pays, je m'engage dans le combat de développement, de relever les défis pour mon pays. C'est aussi simple que ça. Et qu'aujourd'hui, par exemple, les organisations de la société civile, on a l'habitude de le dire, la stabilité précède toujours le développement. Pourquoi aujourd'hui, pratiquement, au niveau des organisations de la société civile, nous nous sommes engagés très fortement sur les questions électorales? C'est parce que nous savons, nous mesurons à sa juste valeur toute l'importance des élections en Afrique. Nous savons tous qu'aujourd'hui, tous les pays qui sont déstabilisés, qui sont en crise profonde, les sources de cette crise-là, généralement, c'est les élections. La compétition pour le pouvoir. Nous avons tous vu comment ça se passe. À partir de ce postulat-là, c'est ça qui est le fondement qui pousse les organisations de la société civile à investir le champ des élections pour rendre les choses plus équitables, pour que les populations puissent participer massivement, et que ceux qui sont élus soient des personnes légitimes, avec la plus large expression populaire possible. C'est ça qui explique pourquoi on s'engage et que le lendemain aussi des élections, au nom des principes de stabilité, que les Sénégalais ou les Africains puissent aller travailler. Que la vie d'une nation ne se résume pas juste aux élections. Il faut voter, élire quelqu'un qui puisse définir la politique de la nation pour développer le pays, mais dans la paix et la stabilité. C'est ça qui fonde notre engagement et c'est cette réponse-là qu'on leur sert tout le temps. Déjà, je veux prendre un cas très récent, déjà avec la société civile au Sénégal même, qui lance un cri de cœur contre la hausse du prix de l'électricité. Ça aussi, c'est un acte social posé par la société civile. Absolument. Moi, je pense que, par exemple, c'est des questions, des combats comme ça qu'il faut prendre en charge. C'est-à-dire les combats qui touchent directement le vécu des Sénégalais. Vous avez fait allusion, par exemple, à cette manifestation-là continue. Parce que justement, aujourd'hui, les citoyens, il y a un travail en amont toujours à faire, c'est-à-dire il faut informer les populations jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment armés et conscients que la connaissance aujourd'hui n'est pas juste l'apanage d'une élite, soi-disant entre griffes. Et une fois que les populations sont suffisamment averties, conscientes, ça leur permet de faire des contre-propositions et de s'insurger contre toute forme d'injustice. Et c'est ça qui est la raison principale de ce combat aujourd'hui contre la hausse pratiquement de manière unilatérale, sans concertation du prix de l'électricité, qui est quelque chose de totalement inacceptable et injustifié. Parce que ça touche directement les poches des Sénégalais, surtout à faible revenu. Moi, je ne suis pas convaincu de ce discours. Oui, il y a des tranches qui seront touchées, d'autres ne seront pas touchées. Parce que justement, à l'exemple opérationnel, tout le monde a été touché. Cela engage tout le monde. Et ça veut dire que fondamentalement, donc, il y a eu une dissonance entre ce que les pouvoirs publics ont dit et ce qui s'est passé en réalité sur les faits. Ça, c'est un aspect. Deuxième élément, par exemple, vous parlez tout à l'heure de la crise du M23 à l'époque. Il faut comprendre que l'engagement de la société civile de l'époque, c'était un combat de principe. Parce qu'aujourd'hui, si on avait laissé passer cette loi-là, mais attends, au Sénégal, on va revenir au principe de l'élection à un seul tour, sans pour autant le dire. Même si par ailleurs on le fait, on l'affirme dans la Constitution, mais à 25%, un président pouvait être élu au premier tour.
Ça, et ça réglait, et à l'époque, tout le monde avait ce souci de faire barrage contre toute forme de dévolution monarchique. Et je pense que, par exemple, ce tripatouillage constitutionnel-là, qui touchait même les fondamentaux, même pour accéder au pouvoir, qui avait poussé les organisations de la société civile et certaines personnalités de la société civile à s'engager. Bon, même si, entre-temps, il y a eu beaucoup de personnalités qui se sont retrouvées dans le camp du pouvoir et on nous a indexés en disant que non, il n'existe plus d'organisation de la société civile. Ils sont tous allés voir. Ça, par ailleurs, nous allons y revenir, mais peut-être en prenant un exemple d'autres pays. Voilà. Là, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes pour parler, bien sûr, d'autres exemples en Afrique. Voilà, vous êtes dans la seconde partie du débrief et tout à l'heure on parlait du cas du Sénégal. Mais avant de passer à un autre pays, doyen Amadou Fall, j'aimerais bien que vous lanciez peut-être un mot sur la société civile sénégalaise durant cette époque dont on parlait tout à l'heure. Et bien sûr sur l'augmentation du prix de l'électricité qui fait l'objet de beaucoup de polémiques actuellement. Je dois dire que j'ai rencontré Komlan Messi, qui est le secrétaire général de la Fédération des organisations de la société civile. Le siège se trouve à Abuja. Je l'ai rencontré il y a à peu près une dizaine de jours, parce que j'étais à Abuja au Nigeria. Et j'ai eu l'opportunité de l'interviewer. Et c'est lui qui qualifie la société civile sénégalaise d'être en avant. Son expression, je ne peux que paraphraser parce que je n'ai pas tout retenu, mais il dit que, en tout cas, le Sénégal est un exemple à suivre. Sa société civile est au devant de tous les combats et c'est peut-être un exemple à prendre quand il faut parler vraiment de démarche de la société civile de manière générale. C'est un homme qui est assez bien positionné pour pouvoir peut-être bien relever tout cela. Mais ce que nous constatons, nous, en tout cas, par rapport à notre vécu, je pense que cette dernière crise que nous sommes en train de vivre, l'augmentation du prix de l'électricité, démontre à souhait que nous avons une société civile que je n'ose pas qualifier d'excellente, mais en tout cas de très présente. Et ça, c'est important. Parce que vous savez, ce n'est pas une affaire de sacrifice ou une affaire de volonté, mais c'est juste une bonne prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Et nous sommes les garde-fous sur ce plan-là. Lui, dans son domaine, en tant qu'expert, je dirais, nous, journalistes, autres populations, nous devons d'être toujours présents pour dire ça marche ou ça ne marche pas. Ça marche parce que nos gouvernants font ce qu'ils doivent faire et nous les accompagnons en ce sens. Ils font ce qu'ils ne doivent pas faire, nous alertons. Nous alertons et nous essayons d'encadrer également sur ce plan-là. Parce qu'il n'est pas question de mettre le feu ou d'aller vers certaines dérives. Mais il s'agit d'avoir le bon ton, disons la bonne discussion et surtout la sérénité nécessaire pour amener tout un chacun à se dire le Sénégal est au-dessus de tout. Et que quand le Sénégal est au-dessus de tout, on ne peut pas accepter une facture d'électricité à 700 000 francs. J'ai vu le cadre, je le cite, de Oustaz Aliou Sall, qui est un guide religieux dans ce pays, un marabout, qui a son école coranique, à qui on envoie une facture de 700 000 francs. Je me demande qu'est-ce qu'il a consommé pour en arriver là. J'aurais bien aimé le savoir, parce que peut-être là également, il y a une expertise à faire sur ce plan. C'est pour dire simplement, Aminata, que nous avons une bonne société civile. Mais il s'agit de bien mener le combat pour éviter que quand l'autorité l'épingle ou que le désigne, pas l'épingle, le désigne ou que l'opposant également le désigne, l'on puisse dire ils ont raison. Il faut que la société civile soit toujours dans sa dimension équidistante pour que chaque acteur puisse avoir rien que du respect à son endroit.
Ça, c'est clair. Et là, on va passer à un autre pays qui est le Burkina Faso. On a également vu, doyen Amadou Fall, des organisations de la société civile comme le Balai citoyen, par exemple, qui a joué un rôle important dans le renversement du président Blaise Compaoré. Je pense que 2015 a été une date extrêmement marquante pour le Burkina, qui malheureusement plonge dans cette crise avec le terrorisme. Les 42 morts qui ont été relevés, je crois, c'était hier. C'était hier à la suite des attaques terroristes. Nous avons l'avantage de discuter souvent avec nos frères burkinabés sur des questions majeure par rapport à notre sous-région de manière générale. Je vous disais que je viens d'Abuja parce que j'étais invité du Parlement de la CEDEAO, donc j'ai eu à rencontrer beaucoup de députés burkinabés qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, et nous les comprenons également. Nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui arrive dans notre sous-région, et que Dieu fasse que la stabilité revienne et que la paix également s'installe. Mais je pense que le Balai citoyen, dans le combat qu'il a mené pour ramener la paix dans les cœurs, pour que la sécurité puisse s'installer, mais surtout que les droits démocratiques soient respectés, ça a été un combat extrêmement fort, extrêmement important. Et c'est peut-être là où également il faut dire qu'il faut peut-être davantage accompagner le Burkina Faso, parce qu'ils sont dans un cyclone tellement terrible que l'on se dit, même cette société civile qui est en train de se battre, quel est son avenir aujourd'hui, face peut-être aux extrémités que nous vivons, parce que demain, il peut y avoir des décisions que le gouvernement peut arrêter pour dire tout simplement que le pays est sous, comment dire encore, quelle est l'expression consacrée, sous la menace terroriste. Donc on met un terme, ou on met en tout cas entre guillemets toutes les libertés civiques. Mais mettre entre guillemets toutes les libertés civiques, cela pourra-t-il aider à apporter plus de sécurité dans le pays, sachant le rôle joué par la société civile, surtout par rapport à la sensibilisation des populations? Absolument, parce que vous savez, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure le doyen. Et à ce niveau-là, quand même, il faut rendre hommage au travail de qualité qui a été déployé par Y en a marre à l'époque. Parce que je pense que l'inspiration même du Balai citoyen provient un peu de l'action de Y en a marre. Et nous avons vu avec Filimbi également en RDC, etc. Et souvent, je taquine Fadel et quand on discute, il me dit non, il y a la société civile classique, la société civile notre style, etc. Je pense que sous ce rapport-là, ce qui est intéressant à retenir, c'est-à-dire c'est l'inspirant qu'a été le Sénégalais dans la démarche et l'approche. Et je pense que c'est bien. Et aujourd'hui, par exemple, le rôle éminemment politique dans la préservation et le respect des acquis démocratiques au Burkina Faso, comment le Balai citoyen s'est battu aux côtés des populations et faire bouger les lignes. Parce qu'en fait, tout le monde était convaincu que Blaise Compaoré était inoxydable, on ne pouvait pas l'enlever. Et finalement, c'est grâce à la pression populaire. Et cela démontre une chose très simple, c'est que le pouvoir, dans le fond, appartient au peuple. Ah oui. Et un homme d'État qui ne comprend pas, qu'il est au service du peuple, ou qu'il est peut-être au service d'autres forces, etc., je pense qu'il fait fausse route. Et moi, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut vraiment ramener le débat et éveiller davantage la conscience citoyenne au niveau africain, et mettre davantage la pression sur nos gouvernants. Parce qu'il faut qu'ils comprennent de plus en plus qu'aujourd'hui, par exemple, des fois j'entends les gens dire « Borom Réumi », pour paraphraser en Wolof, le propriétaire du pays, ou bien, etc. En traduction française. C'est en traduction littérale. Alors que fondamentalement, aujourd'hui, de plus en plus, les citoyens sont en train de comprendre que nos gouvernants, ce sont nos employés. En fait, c'est des contractuels qu'on a pris pour un contrat à durée déterminée. Il serait bon de le rappeler parfois. Qu'il faut renouveler ou pas, selon le niveau élevé ou faible du rendement.
Permettez-moi d'ajouter voilà. qu'en 1996, Abdou Diouf avait dit aux Sénégalais « Je suis votre esclave voilà. », le président Abdou Diouf. Voilà. Parce que lui, il connaissait ce dont pourquoi il était mis à la tête du pays. Mais parce que lui, il le connaissait parfaitement, lui. Parce que aussi, le problème qui se pose aussi, c'est que c'est l'entourage des chefs d'État, hein, généralement. Des fois, allez voir, par exemple, souvent je taquine en disant que je suis sûr que le Macky Sall de 2012 a beaucoup changé par rapport au Macky Sall de 2019. Le Macky Sall de 2012 était 10 000 fois plus accessible, plus sensible aux réalités sociales. Mais c'est ça qui crée l'usure. Et on ne parle pas de faucons autour de mais je pense que cela se passe avec la majorité des chefs d'État à être simplement. Bon, souvent ils sont entourés et on leur dit vous êtes le meilleur, etc. Tout ça, ouais. Et là, on continue dans l'exemple de nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Et là, on va aller au Soudan. Doyen, après 30 années de règne, le président El-Béchir aussi a été contraint de céder. Et quel a été le rôle de la société civile dans ce pays qui a connu un gouvernement de transition et qui a pris en compte toutes les composantes du pays? Les Soudanais ont beaucoup souffert, énormément souffert. Et l'on se demande même s'il y avait une société civile au Soudan. Il faut vraiment le dire. Mais vous savez, la montée des puissances, moi je l'appelle comme ça, la montée des puissances. Vous mettez un peuple sous joug et il subit pendant des années, mais il subit en mûrissant. Et en nourrissant également sa manière de vouloir se libérer. Et quand le moment arrive, souvent, c'est quelques expressions qui sortent et qui mettent à nu le pouvoir. C'est une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une petite goutte d'eau. Et on le rappelle, ça a été l'augmentation du prix du pain, par exemple, quelque chose du jugé banal qui a été à l'origine de son renversement. Mais c'est comme je vous dis, quand le moment arrive, personne ne peut le contenir. Parce que le peuple se lève debout. Et je crois que Ouad l'a appris en ses dépens le 23 juin. Quand le peuple se soulève, ou quand le peuple se lève simplement, c'est la mer qui arrive. Personne ne peut la contenir. Comme j'ai l'habitude de le citer, je citerai l'ancien ministre de l'Intérieur sénégalais, M. Ngom, qui parlait en disant « force reste à la loi ». Ousmane Ngom qui disait « force reste à la loi ». Moi, j'ai l'habitude de dire « force reste au peuple ». Quand même. Oui, force reste au peuple, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand la mer déborde, personne ne peut l'arrêter. Et un peuple qui prend conscience qu'il y en a assez, ou pour ne pas dire, entre guillemets, il y en a marre. Il y en a marre. Vous ne pouvez que vous mettre à genoux devant ce peuple et accepter ses desiderata. Nous l'avons connu au Sénégal. Nous l'avons connu dans une forme assez violente. Pas comme on l'a vu ailleurs, heureusement. Que nous sommes un peuple quand même réfléchi d'une certaine manière. Nous savons ne pas franchir certaines limites. C'est pourquoi quand nous avons un pouvoir qui se complaît à dire « je fais ce que je veux », nous lui disons « attention, le peuple également sait faire ce qu'il veut au moment où il le veut ». Oui. Ce qui a été bien le cas au Soudan, le renversement a été brutal. Et tout ça, parce que la société civile a joué un rôle important. Parce que le cas du Soudan, en fait, vous savez, au Soudan, avec le régime d'Omar el-Béchir, il avait créé sa propre société civile. Il n'avait que de société civile, que de noms, qui étaient encadrés, orientés, etc., qui les représentaient même au niveau international, ça on savait. Mais quand, par exemple, on a atteint le point de rupture, il y a eu l'émergence de nouvelles figures de la société civile que personne ne connaissait en fait et qui ont catalysé le combat. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe parce que à force de mater le peuple, vous créez une société civile plus ou moins complaisante, etc., que vous entretenez, que vous orientez, que vous présentez à l'international comme une organisation de la société civile. Mais attends, quand par exemple on en arrive à des extrêmes dérives et quand le peuple se réveille, ça c'est vraiment une véritable société civile qui se dresse contre les injustices. Et c'est, comme le disait le doyen tout à l'heure, c'est en ce moment-là que la société civile, on a vu des dames
qui ont commencé dans la même dynamique à poser des revendications, même sur toute l'oppression que vivait la femme soudanaise, en termes de loi, en termes même de port vestimentaire, etc., avec des coups de fouet qu'on les a donnés à tout bout de champ, etc., les condamnations. Je pense que ça a été... Et c'est l'éveil de cette conscience populaire-là qui crée véritablement une société civile engagée qui se bat pour les intérêts du peuple. Et c'est le cas du Soudan. Et on passe également au Bénin, également. Bon, le Bénin, par contre, eux, ils ont une tradition vraiment de réflexion, de société civile, un peu comme à l'image du Sénégal. Je pense que, par contre, même, par exemple, dans leur interaction, leur niveau d'engagement, et le combat de la société civile béninoise a été avant-gardiste. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de répression du temps de Kérékou. Ensuite, maintenant, beaucoup de pression du temps de Nicéphore Soglo par la suite. Mais ils ont eu le temps de s'organiser davantage. Et de mûrir, ils sont extrêmement diversifiés et avec des interventions différentes. Mais je pense que c'est le Bénin qui a le plus fort taux d'organisation de la société civile intervenant dans le champ politique en matière de droits humains, etc. C'est un peu conforme à un peu ce qu'on disait à l'époque, c'est un peu le quartier latin africain. En termes de réflexion, ils ont été avant-gardistes. Et même l'approche de la situation, je pense qu'ils font partie de la société civile béninoise, de ceux qui l'ont expérimenté, les premiers. Avec évidemment le Nigeria, qui a aussi une société civile très puissante, qui aujourd'hui, par exemple, a initié à travers au Nigeria le système de Buhari-Maître, qui permet de monitorer tous les engagements que le président Buhari avait pris. Et au moment de son second mandat, ils ont mis ça sur la table pour dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Voilà l'information aux populations. C'est-à-dire, c'est une manière même de présenter aux populations le bilan de l'action du président, parallèlement même au bilan présenté par les partisans du président. Alors, doyen, peut-être si vous souhaitez ajouter quelque chose sur le Bénin avant qu'on en passe au Kenya. Vous savez, le Bénin, oui, il faut bien s'arrêter sur le Bénin. Quand le débat est posé en Afrique de l'Ouest sur la question du troisième mandat, le Bénin l'a réglé. En disant dans sa constitution et de manière très claire, je ne peux pas vous citer les termes textuellement, mais il n'est pas question au Bénin aujourd'hui, et jusqu'à peut-être que ce que l'on révise encore cette constitution, que quelqu'un puisse prétendre à un troisième mandat. C'est même impensable. Dans sa vie. Personne ne peut faire même un aller-retour. Donc ils ont déjà réglé le problème. Non, ils ont réglé la question. Et je pense que ça, c'est peut-être la force de la société civile qui a amené les différents acteurs à comprendre que le peuple, c'est ça qu'il veut. Parce que personne ne peut avoir la latitude de dire « j'y suis, j'y reste » ou « je suis le seul à pouvoir compter » comme ce qui est en train de se passer, ou en tout cas le regard qu'on jette un peu sur la RDC, où l'on pense qu'il va y avoir un jeu à la Poutine, ou un jeu à la Russe. Donc, c'est vraiment un exemple de société bien bâtie, mais il y a d'autres questions maintenant qu'il faudra régler au Bénin. Et là également, on attend la société civile par rapport à sa prégnance sur des questions vraiment qui sont d'intérêt national. Et là, on passe... Surtout que le président est un excellent manœuvrier. C'est ça. Talent. Patrice Talon. Et là, on va passer au Kenya, où la société civile a également joué un rôle important, non seulement sur le plan politique, doyen, mais également dans la gestion de la crise économique qui secouait le pays dans les années 90 avec les paysans, notamment la crise universitaire et celle des fonctionnaires. Malheureusement, je n'ai pas assez travaillé sur le Kenya pour pouvoir bien m'exprimer sur la question, mais disons que ce que l'on retient, c'est qu'il y a une certaine stabilité dans ce pays. Et dès lors que vous parlez souvent de stabilité au Sénégal, en Afrique, je voulais dire en Afrique de manière générale, comprenez qu'il y a des médiateurs sociaux qui sont très présents et qui savent bien jouer leur rôle. Et surtout qui sont respectés. Parce que le drame, souvent, dans certains de nos pays, il en parlait tout à l'heure, vous vous retrouvez dans des situations où on vous met
des organisations et des hommes fantoches pour les présenter aux yeux du monde et dire notre société civile. Comme le disait tout à l'heure Jojo. C'est le cas du Soudan. Mais si l'Afrique arrive à se départir de telles situations, c'est ça qui fait que les avancées deviennent véritablement significatives parce que c'est des avancées qui sont portées par le peuple. Alors Jojo, peut-être un mot là-dessus. Bon, moi je pense qu'eux, ils ont eu cet avantage-là. C'est-à-dire, tu sais, souvent les anglophones, c'est un peu ça leur force. Hein? C'est-à-dire en termes de... Ils sont très pragmatiques. Et nous savons que les organisations de la société civile kenyane ont été avant-gardistes sur les questions économiques. En fait, ils ont développé énormément d'initiatives économiques pour prendre en charge les questions des populations, notamment sur les questions environnementales, sur les questions agricoles, et même sur le système d'échange interne des produits locaux. C'est-à-dire, par exemple, au Kenya, vous allez voir, par exemple, que s'ils se rendent compte qu'en Casamance, il y a beaucoup de riz, alors qu'au Fouta, il n'y a que du lait, vous verrez des organisations de la société civile qui vont travailler à faire les échanges, gérer les échanges commerciaux entre la région de Matam et la région de Ziguinchor. Voilà un peu sur ces questions-là, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont également énormément travaillé sur les questions d'éducation, c'est-à-dire d'alphabétisation à la base, le fait de former, d'éducation à la base, de former, d'ouvrir d'énormément de classes d'alphabétisation. C'est ça aujourd'hui qui donne la force à leur langue nationale. Au niveau du Kenya. Troisième élément, ils ont également beaucoup travaillé en dehors de l'agriculture, des questions économiques, d'alphabétisation, sur la prise en charge même des droits des femmes, les questions paritaires, etc. La participation des femmes à la gestion dans les politiques publiques. Je pense que les organisations de la société civile kenyane se sont vraiment particularisées sur cette question-là. Comme on le dit, qui veut développer son pays met en valeur ses femmes. Donc au final, Jojo, quel crédit peut-on accorder de façon générale aux organisations de la société civile en Afrique? Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les organisations de la société civile en Afrique sont un peu à la croisée des chemins parce qu'en fait, ils sont interpellés doublement en termes de responsabilité et d'engagement, mais également, il y a une question qu'on n'a pas beaucoup touchée durant l'émission, c'est-à-dire où proviennent les sources de la société civile, les moyens. La question est là. Exactement. C'est-à-dire parce que justement, en fait, ils ont même des problèmes de pérennisation de leur existence. Parce que nous savons que l'essentiel des financements proviennent de l'extérieur au niveau des organisations de la société civile. Et des fois, par exemple, on a tendance à dire que c'est-à-dire peut-être nous sommes dans une chaîne panafricaine, c'est-à-dire celui qui vous finance a tendance à vous influencer par rapport à vos orientations. Et sous ce rapport-là, moi je pense qu'aujourd'hui c'est ça fait partie des défis des organisations de la société civile, de créer des conditions même de leur propre survie en créant, pourquoi pas, par exemple, travailler à ce que la loi soit assez flexible pour les donner des moyens de création de richesse pour pouvoir, sans pour autant verser dans le privé, mais comme le font les organisations de la société civile américaine, par exemple, qui ont des patrimoines, comme NDI, IFS, etc., qui peuvent même s'auto-préfinancer pour pouvoir travailler. Je pense que ça fait partie là, du vous avez défi. déjà engagé le le fond de cette question-là, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'elles tirent leurs ressources financières pour faire face à certains besoins dans le cadre de leur mission qu'elles se sont assignées? Parce que l'essentiel de nos financements... Parce que vous, déjà, en tant que membre de la société civile... je sais très bien que pratiquement, c'est les partenaires au développement qui nous financent au même titre qu'ils financent l'État. Et généralement, pratiquement avec un cadrage très précis, avec une démarche extrêmement contraignante en matière de gestion. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes tenus d'être extrêmement performants au niveau de gestion, au niveau planification, etc. de nos actions. Par contre, aujourd'hui, il est important en termes de défis de la société civile de générer des ressources internes
pour pouvoir faire face, parce qu'on ne peut pas éternellement dépendre de l'extérieur. Il faut avoir les moyens de combattre. C'est très risqué, etc. Et je pense que ça fait partie un peu des aspects qui ont poussé, par exemple, des organisations comme la CEDEAO, comme l'Union africaine avec ECOSOC, de créer des pôles de la société civile. Mais maintenant, il reste à créer les conditions, créer les moyens de subsistance de ces organisations de la des société activités civile génératrices de revenus, voilà, aussi. pour pouvoir asseoir leur propre indépendance. Alors, doyen, elle peut aussi être fragile, hein, soit à cause de ces défections, des défections plutôt de certains responsables, peut-être la mauvaise gestion de certains collectifs ou des menaces d'un gouvernement, par exemple, à leur égard. Comment protéger, selon vous, la société civile? Je pense que dès lors que l'organisation se met en place, elle doit être encadrée par des règles très claires. Vous savez, je peux à tout bout de champ sortir dans mon quartier pour dire il ne faut pas qu'on fasse ça, il ne faut pas qu'on accepte ça, il faut qu'on évite cela. Je suis dans ma démarche individuelle. Je n'ai presque de compte à rendre à personne sur ce plan-là, dès lors que je n'entrave pas la liberté des autres. Mais si l'association se met en place, cette association, elle est encadrée par les règles. Et il m'est arrivé rarement, dans mon métier de journaliste, de voir un rapport d'une organisation de la société civile. Il y en a certainement. Il y en a certainement. Mais je parle particulièrement du rapport financier. D'où vient l'argent? Comment a été utilisé cet argent? À quelle fin? Les impacts, etc., etc., etc. Et cela amène d'une certaine manière une lecture. On se retrouve devant une organisation qui mène des activités et vous voyez les gens qui sont dans l'organisation qui changent de statut social. Ce qui fait que parfois il y a un peu cette suspicion dont vous parlez, ce manque de confiance de la société. Non, c'est pourquoi je mets le doigt sur la plaie. C'est pourquoi je mets le doigt sur la plaie. Vous les voyez changer de statut social. Vous les avez connus pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans, vous avez vécu ensemble. Et c'est juste quand ils sont devenus des membres éminents, comme on dit, de la société civile, que leur statut social change. Bon, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission, on vous voit pauvre et après on vous voit riche dans on vous voit riche. D'où provient l'argent? Ça aussi, c'est une question. Ça serait intéressant que j'éclaircisse. Non, c'est une interpellation extrêmement légitime. Hein. Je pense que c'est important aujourd'hui, par exemple, dans le monde où nous sommes, là, nous travaillons sur le principe de la transparence. Voilà. Bon, le débat il est très intéressant. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un grand merci à mes deux invités, Wadjo Djondia et Doyen, comme j'aime bien l'appeler, Papa Amadou Fall. Voilà, un grand merci à la partie rédactionnelle et technique. Bonne et heureuse année 2020 à vous tous et aussi à nos fidèles téléspectateurs. Rendez-vous cette nouvelle année pour un autre débrief sur Médian TV Afrique.